Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de la transformation digitale et de la tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast comme Apple Podcast, Deezer, Spotify ou autres, vous choisissez. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, eh ben, n'hésitez pas tout simplement à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager cette émission sur les réseaux sociaux, ce que vous connaissez déjà, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn avec un seul hashtag IPT Podcast, IPT Podcast. Alors je dis nous parce que je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon et je suis accompagné d'Emmanuel Leneuf et de Lionel Tardy et aujourd'hui de Michael Lochem, grand témoin de l'épisode que nous allons découvrir. Bonjour Lionel, bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, comme tu le dis, le thème de ce talk, comme invité Michael Lochem, c'est le rôle et la place des plateformes de vidéo-formation, que ce soit en termes de soft ou de hard skill dans l'éventail des outils d'apprentissage. Michael Lochem, il est simplement CEO d'une plateforme française qui s'appelle Eleform, et c'est avec lui qu'on va passer le cœur de cette interview aujourd'hui. Mais Emmanuel a quelque chose à nous dire. Ah oui, effectivement, Emmanuel, parce que Emmanuel, alors je rappelle déjà, Emmanuel, avant qu'on attaque la rubrique de 5 minutes que tu nous as concoctée, que tu es la fondatrice et rédac-chef du Flash Tweet. Le Flash Tweet, c'est la matinale digitale de Twitter sur la Transphonium. Alors c'est un rendez-vous que vous pouvez retrouver quotidiennement du lundi au vendredi à 7h30, mais confinement oblige en ce moment et jusqu'à potentiellement mi-mai, ben ce sera à 9h si j'ai bien compris. Emmanuel, elle vous concocte chaque jour les 10 informations à ne pas rater sur l'innovation. Et aujourd'hui, tu nous as compilé quoi cette semaine, Emmanuel? Eh bien, bonjour Mathieu, bonjour Lionel. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Bonjour à toutes et à tous qui êtes derrière votre écran et qui écoutez ce podcast. Donc, heureuse de vous retrouver pour cette chronique du Flash Tweet avec les infos essentielles de la semaine en matière d'innovation et de transformation numérique. Donc, en ces temps de confinement et de Covid-19, l'actualité tech et innovation de la semaine se résume en tracking or not tracking, that is the question. En effet, le suivi, ça y est, on y est. Un groupe de 130 chercheurs dans 8 pays est en train de développer une application de contact tracing afin de suivre, comme en Corée du Sud ou à Taïwan, les gens infectés par le Covid-19. En croisant les données de navigation, l'appli permettrait de lever les mesures de confinement pour restreindre les mouvements des seules personnes à risque. Alors, sur le respect de la vie privée, un porte-parole assure que la plateforme PPPT pour Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing intègre un outil de traçage numérique anonyme de proximité qui préserve la confidentialité, qui est totalement conforme au RGPD. Comment ? Grâce à l'usage local des données via le Bluetooth et parce que seules les autorités sanitaires locales pourront télécharger ces datas. L'outil s'inspire de Trace Together vu à Singapour. Et d'ailleurs, dans le même temps, le gouvernement français a bien confirmé qu'il préparait une appli mobile pour enrayer l'épidémie. Alors, tracking toujours, on apprenait cette semaine que Zoom, l'appli chouchoute pour les visioconférences et adoptée en masse depuis le début du confinement, inscrivait votre adresse email à des annuaires d'entreprises aléatoires et partageait des informations avec Facebook sans le dire. Dans le même temps, le Zoom bombing faisait son apparition cette semaine, Kesako. C'est tout simplement l'incursion de tiers non désirés dans vos conférences. Un deuxième effet qui se coule de Zoom, pas vraiment cool, on se l'accordera. Alors pourtant, la semaine avait bien commencé pour Zoom, puisque on apprenait que la capitalisation boursière de la société pesait 8 fois plus que British Airways et elle s'est refermée sur un cruel retour à la réalité en matière de privacy et de sécurité. Alors à part ça, cette semaine a vu le lancement de solidariténumérique.fr par le gouvernement pour aider les Français dans leur démarche numérique, l'entrée en scène des robots en Italie pour aider le personnel soignant et enfin l'autorisation aux États-Unis d'ID Now, le mini-laboratoire qui dépiste le coronavirus en 5 minutes.
Alors que le dépistage systématique a prouvé son caractère incontournable pour freiner la propagation de la pandémie au sein de la population, ID-NAO, ou son équivalent français développé par NG Biotech, sera également probablement la clé de voûte de la fin de cette crise pour sortir du confinement. Une lueur d'espoir bienvenue. Alors, en attendant, la lutte continue avec un personnel soignant en première ligne. Alors, n'oubliez pas, ce soir, de vous mettre à la fenêtre pour les applaudir et leur mettre un peu de baume au cœur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver le Flash Tweet Hebdo sur le site du Flash Tweet et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, comme tu le disais Mathieu, pour des nouvelles fraîches du lundi au vendredi, rendez-vous sur @FlashTweet à 9h et 19h30 pour le replay. À vous les studios pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk 100% transphonique. Eh bien, merci Emmanuel pour toutes ces nouvelles fraîches que tu nous as compilées avec grand plaisir et brio. Et maintenant, nous passons au thème du jour. Et Lionel, que nous as-tu préparé ? Eh bien Mathieu, aujourd'hui, nous allons aborder l'offre de formation en ligne. Plus exactement, la place de ces plateformes dans l'offre globale de formation. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Michael Lechem, qui est le CEO de la plateforme française de vidéoformation Eleform. Eleform est une société qui a été créée en 2005 et qui propose des supports pédagogiques en ligne sur de larges thématiques. Vous êtes né, je crois, dans la région lyonnaise, et puis vous avez rejoint le groupe Studi qui compte 5 écoles et plus de 15 000 élèves et qui manage de nombreuses certifications et diplômes. Tu pourras me corriger, Michael, évidemment, si j'ai omis quelque chose ou fait des erreurs. Bonjour, Michael. Bonjour à tous les deux, bonjour aux Digital Men, très heureux de cette invitation. Et oui, ce sont les Digital Men qui animent ce podcast Innovation and Prospective Talk. Il me revient, Michael, le plaisir de te poser cette première question, puisque c'est vrai qu'à l'heure du confinement, qu'on soit un étudiant ou qu'on soit un salarié, les formations ne s'arrêtent pas. Enfin, elles s'arrêtent d'un point de vue physique en confinement. En revanche, elles continuent, elles peuvent se poursuivre, ce qui est très intéressant en ligne pour continuer à se former, qui de toute façon est un cercle vertueux et continu. Alors, peux-tu déjà nous simplifier un peu le système, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des MOOC, on entend beaucoup parler des LMS, on entend beaucoup parler de toutes les plateformes qui nous offrent des tutoriels. Alors, la différence entre une formation, un tutoriel, un MOOC, un LMS, c'est quoi tout ça ? Ok, merci déjà. Alors déjà, Lionel, merci pour ta présentation. Studi, c'est pas 15 000 élèves, je ne sais plus, tu as dû voir ça sur le site internet il y a quelques semaines, mais au dernier compteur, on était à 24 000, et là, avec la crise du Covid, on a explosé tous les compteurs. Il y a effectivement un vrai intérêt sur ce type de modalité pédagogique. Et Mathieu, tu y fais référence. Effectivement, cette crise du confinement, elle pousse de plus en plus de gens à se poser la question de la formation, de comment occuper son temps. C'est même une volonté du gouvernement qui a créé le hashtag Nation apprenante et qui promeut au maximum la formation de chez soi depuis des émissions télé, mais également des plateformes étatiques qui ont été ouvertes à différents niveaux scolaires. Tu me demandes de faire un petit point sur les différents termes, les différentes modalités d'apprentissage en ligne. Oui, si on devait qualifier les formes par rapport au reste du marché, par exemple. Ouais, mais alors le risque, c'est que je vais assommer votre auditoire avec des acronymes, des termes à la mode, des buzzwords là. On est censé parler à des gens qui s'intéressent au sujet et qui donc par défaut ont déjà un minimum de connaissances dessus. Mais bon, un petit rappel ne fait pas mal, mais en toute simplicité, Michael. Oui, alors c'est vrai que c'est un univers effectivement où on a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de termes, on parle à peu près tous de la même chose. Et puis on va pas se mentir, la formation à distance, ça existe depuis assez longtemps. La formation, on appelait ça la formation par correspondance dans les années 80-90. On recevait ces cours par classeur. Aujourd'hui, ils sont dispensés sur des modalités un peu plus modernes, en vidéo, de façon asynchrone ou synchrone. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler des MOOC pour Massive Open Online Courses. En fait, c'était l'ensemble de ces modalités pédagogiques qui étaient réunies sur une communauté apprenante importante, avec derrière des innovations comme la correction par pair, la correction, et qui devaient derrière délivrer des diplômes. Nous, on n'est pas vraiment dans le MOOC, et les formes, on a été créé en 2004 pour créer du support pédagogique, à l'époque en DVD, aujourd'hui de façon dématérialisée. À Annecy, si je ne me trompe pas.
au Oui, départ? on a toujours été en région Rhône-Alpes, hein. La société a été créée à Lyon, elle a été un temps en Savoie. Là, avec le rapprochement de Studi, on s'est rapproché du sud, on est désormais dans l'Hérault, Mhm. avec le siège qui est en Picardie. Tu vois, donc, est-ce que la géographie a un intérêt sur une formation, sur une offre de formation digitale dématérialisée? Aujourd'hui, c'est devenu accessoire, quoi. Et on en a beaucoup parlé, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite de frontières en tout cas. Voilà, il n'y a plus de limite de frontières. J'en étais où? J'étais en train de parler un petit peu des différents outils, des Oui. différentes modalités d'apprentissage. Oui, après les MOOC, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est, par exemple, qu'une Learning Management Platform, qu'un LMS? Un LMS, bah, c'est la déclinaison e-learning et apprenant du CMS, hein. On connaît tous WordPress, Drupal, Joomla, hein, des outils pour délivrer du contenu. Le LMS, c'est une variante qui va permettre de délivrer du contenu d'apprentissage et ensuite derrière de le mesurer, d'affecter le contenu à des communautés ou des classes ou des promotions, et ensuite de vérifier qui suit son cours ou pas. Et puis ça intègre plus ou moins des options de suivi de cours ou d'action Mhm. synchrone. C'est-à-dire qu'une entreprise peut choisir un LMS pour faire ses propres cours pour ses élèves ou pour ses stagiaires ou pour ses alternants ou pour ses salariés, mais qu'elle va compléter avec des contenus que vous, par exemple, vous produisez. Donc, comment tu définirais le le métier d'Eleform? C'est vraiment une plateforme de formation vidéo. En quoi vous vous éloignez du MOOC? Ouais, attention à ce que tu dis, Lionel, quand tu dis que l'entreprise peut déployer un LMS pour ses salariés, effectivement, dans une logique de monter en compétences ou de garder ses compétences. Tu as évoqué l'alternance. Tu as fait exprès? Il y a un intérêt là? Parce qu'ils ont beaucoup d'entreprises aujourd'hui passent par l'alternance. Alors c'est vrai que l'alternance c'est souvent pour faire court une semaine dans une école et 3 semaines en entreprise, mais on peut très bien imaginer que dans les 3 semaines d'entreprise, l'entreprise veut aussi consolider dans sa sphère propre, dans sa sphère métier, consolider des compétences complémentaires pour l'étudiant. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais tout à fait, non, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le contexte de réglementation et d'ouverture à la concurrence des contrats en alternance, d'apprentissage notamment, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur délivrer des cours à des salariés qu'on onboard et que l'on va former à distance. Mhm. Alors aujourd'hui, attention, quand on utilise le terme formation, hein, en France, la formation, c'est réglementé, hein. C'est une date de début, une date de fin, il y a un objectif à la fin, il y a un nombre d'heures. Donc, il faut faire attention. E-learning, les formes vont du support pédagogique qui va être l'une des composantes des formations. Donc, une entreprise, une université, une école privée peut effectivement déployer un LMS pour y intégrer du support pédagogique, pour en rajouter, et pour derrière créer une offre de formation qui sera de la formation courte, de la formation longue ou de l'alternance. Ok. Mhm. Et dans Et Oui, vas-y. ce contexte global, qui est aujourd'hui la formation, le modèle d'Eleform finalement par rapport à ça, par rapport à un abonnement qui est celui de Netflix que l'on connaît tous, on paye X euros par mois et puis on peut tout simplement avoir accès au contenu. Là, est-ce que tu sens que le marché, alors Eleform a son modèle économique, tu vas nous en parler, mais globalement, est-ce qu'il y a une tendance à partir sur de la formation à la demande véritablement, en freemium, une partie gratuite, etc. C'est quoi le modèle d'Eleform par rapport à tout ça? Je ne vais pas me prononcer pour le modèle, l'ensemble du marché, mais pour les formes, effectivement, on est dans une logique d'édition. On est une maison d'édition, on achète du contenu en fonction des besoins exprimés par nos clients, qu'ils soient B2C ou B2B. Et derrière, on va réaliser le contenu qu'on va commercialiser. Attention, on ne vend pas de formation, on vend bien un support pédagogique qui va être une composante d'une formation. Et donc, on a deux business models. Le premier, c'est notre plateforme e-commerce. C'est un vrai élément différenciant, c'est-à-dire qu'on va donner la possibilité à tout un chacun de venir s'acheter un support pédagogique sur notre plateforme. Soit il achète la licence de la formation, soit un abonnement à l'ensemble des ressources. Et là, on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans un public qui était très large. On va avoir pas mal d'indépendants, de travailleurs non salariés qui n'ont pas forcément accès à des modalités de financement de formation. On a des professionnels qui veulent une solution simple. Voilà, j'achète ma formation, enfin mon support pédagogique, sans m'embarrasser avec un dossier sur lequel je n'ai même pas sûr d'avoir une réponse.
Mhm. Il faut dire qu'on est sur un panier moyen qui est assez faible également, qui est autour de 100 euros, donc qui ne justifie pas forcément d'obérer ses capacités de financement d'une formation qui serait un peu plus longue. Et puis on a aussi des particuliers, des amateurs éclairés qui viennent chez nous dans une logique, on pourrait dire, d'edutainment. Ouais. L'éducation à distance comme une démarche d'accomplissement personnel. Alors, c'est vrai que pour beaucoup, la formation, c'est une contrainte. Ben, pour certains, c'est encore un plaisir. Et c'est l'envie d'en savoir un peu plus et d'apprendre une nouvelle compétence. Donc on s'aperçoit bien que finalement, dans la montée en compétences continue de l'ensemble des personnes en général, hein, on passe des stades qui peuvent être de l'incompétence inconsciente où on ne sait pas qu'on ne sait pas, et de l'incompétence consciente où là on va vouloir monter en compétences, des fois de manière plus ou moins fine, plus ou moins professionnelle, et tout concourt à ce qu'effectivement tu puisses apporter des modules spécifiques à ces moments-là. Voilà, je pourrais citer un exemple, par exemple, le catalogue de formation au logiciel vidéo. On va les vendre autant à une chaîne de télé qui va devoir former 50 JRI à la nouvelle version d'un logiciel, qu'à un particulier, parce que c'est des logiciels qui sont devenus très, très grand public, qui sont devenus abordables, et qui va vouloir monter ses films de vacances. Donc, JRI, c'est journaliste reporter d'image, je crois. Ah, complètement, c'est ça. Voilà. Encore un acronyme, hein, s'il te plaît. Excusez-moi, reconnais-moi. Hein. Mais que de buzzwords, mais en même temps. Je n'ai pas encore abusé. Non, ça va. On a encore un peu le temps. Pas encore, ça va arriver. Bon, tu parlais de la vidéo, ça me permet de rebondir. Dans quel domaine vous produisez des formations, à la fois historiquement et actuellement? Alors, historiquement, c'est vrai qu'Eleform est très très connu sur les logiciels créatifs. On est exhaustif sur tous les logiciels des suites Adobe, Autodesk. On est très connu dans l'univers de la MAO, la musique assistée par ordinateur, où là, c'est un support pédagogique qui se prête parfaitement à l'apprentissage d'un séquenceur audio numérique ou d'un logiciel de DJ. Et on est sur un public également qui a une vraie appétence pour ce type de modalités pédagogiques. Et puis après, on a décliné tout ce qui est compétences digitales au sens très large, sur de la bureautique, de la gestion de données, du code. Et on va avoir de plus en plus dans notre catalogue des formations aux fameux... ça, c'est un buzzword que j'adore, des soft skills. Ah, là, on arrive à le placer à chaque épisode. Hein. Donc, les soft skills dont tout le monde... Ah, presque. Il y a toujours un moyen. Je pense que ça va être le mot caché à chaque fois. Il va falloir que soit Lionel ou moi on le dise le plus possible. On pourrait faire un digital apéro. Hein. Chaque fois qu'il y a un podcast Digital Men, je bois un coup quand j'entends soft skills, big data... Voilà, mais tu vas finir bourré au bout de 5 minutes. Mon pauvre. Attention, l'abus d'alcool nuit à la santé, c'est à consommer avec modération, c'est dit. Des formations aussi qui marchent assez bien également dans cette modalité d'apprentissage. Donc ça, c'est sur notre plateforme e-commerce. Et après, notre activité d'édition, elle est très très large, car aujourd'hui, on propose des vidéos pour l'ensemble des écoles du groupe Studi. Donc, on fait des formations sur le management, sur la compta, sur les services à la personne, la petite enfance, sur l'esthétique, sur la coiffure. Je vous enverrai des liens. Si ça vous amuse. Bien sûr. Voilà. En même temps, ça veut dire que tu as une diversité. Pardon, vas-y. Voilà. Il n'y a pas de limite. Mais c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut apprendre à distance, quoi. C'est assez fascinant et c'est presque vertigineux, quoi. Alors, période de confinement, c'est vrai qu'on, Lionel et moi, intervenons régulièrement à distance. Là, en ce moment, c'est beaucoup plus dense, mais c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Mais il n'y a pas forcément, effectivement, comme tu dis, de limites. Excuse-moi, Lionel, je crois que je t'ai coupé la parole. Oui, vous aviez à une époque une structure qui était plus dédiée aux formations type business. Et vous avez tout fusionné, ça a été une stratégie. Ah, mais attends, soft skills, skill build, je crois, c'était ça. Ouais, ça a été une expérience, effectivement, de créer une nouvelle plateforme. Mais bon, après, là, on en revient des contingences techniques, matériel, marketing. C'est-à-dire que quand on a réussi à implanter une marque, c'est compliqué d'en faire une deuxième. Donc, aujourd'hui, effectivement, non seulement e-commerce, c'est des contenus qui marchent assez bien sur notre plateforme, mais comme je disais, on a un premier business model, c'est le plateforme e-commerce, on en a un deuxième qui est B2B, c'est-à-dire qu'on a une API qui va permettre d'aller chercher l'ensemble des contenus que nous produisons pour les proposer ensuite chez nos clients
académique ou entreprise. Hein. Donc, Et là-dessus, l'ensemble des thématiques est beaucoup plus large. Ouais. on peut dire que c'est une forme de marque blanche, puisque par le biais d'API, vous allez être juste producteur de contenu et vous n'allez pas apparaître de façon faciale. Complètement. Même aujourd'hui, on a des contenus en marque blanche, en pure marque blanche, qui vont être utilisés par des clients dans le monde entier, le milieu francophone, et bientôt dans le monde entier anglophone, parce qu'on va produire en anglais. Donc, on va pouvoir chercher le grain pédagogique souhaité. Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est une formation complète? Et l'intégrer dans son parcours. Et donc, on va avoir aujourd'hui, dans les mois à venir, aussi une évolution de nos contenus. Aujourd'hui, les formes, c'est de la formation en vidéo. Ça va être associé de QCM, de PDF, d'outils d'évaluation également, pour pouvoir être une composante claire et complète d'une formation certifiante. Donc la particularité quand même, c'est que finalement, on voit bien qu'on approche une manière d'apprendre qui est totalement différente, mais aussi de certifier. Dans le digital, de manière générale, même si on utilise ce mot à toutes les sauces, les technologies, les outils, les usages évoluent très vite. Comment est-ce que toi, de ton côté, qui est producteur, à proprement parler de contenu, au-delà d'être une plateforme technologique, tu garantis à l'ensemble des apprenants la pertinence du propos, le fait que le sujet soit up-to-date? Je pense que tu as dû revoir la vélocité de traitement de les mises à jour des contenus. Ouais, alors là, Mathieu, tu évoques plusieurs sujets. Oui, j'aime bien les questions larges, monsieur. Bon courage. Si je peux me permettre de reformuler ta question. Allez, vas-y. Il y a un premier sujet sur la qualité de contenu. Oui, ça, c'est sur les mises à jour. On est d'accord? On est bien d'accord, oui. Ok, alors sur la qualité de contenu, effectivement, le fait de nous être rapprochés d'un actionnaire, d'un partenaire académique nous impose des critères qualité qui sont assez inédits dans le milieu du digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit un contenu parce qu'il doit permettre la montée en compétences dans le cadre d'un référentiel qui a été déposé au ministère du Travail, au ministère de l'Éducation. Donc aujourd'hui, tous nos contenus sont revus par des conseillers, par des chefs de projet, des ingénieurs pédagogiques qui vérifient que notre formation, elle est bien utile et qu'elle permet bien d'avoir des compétences. Ensuite, il va falloir trouver le formateur et là, on le fait passer sous un tamis de plus en plus fin, qui est le même que celui d'un établissement d'enseignement supérieur. Donc, on va demander, ça peut sembler incroyable, mais on va quand même demander à nos formateurs aujourd'hui un écrit de casier judiciaire. On lui demande son CV, donc on vérifie qu'il a les compétences, qu'il est légitime. Ensuite, comme on fait la vidéo, on lui fait faire un casting. On lui fait faire un plan, on lui fait faire de l'écrit, on vérifie qu'il n'y a pas de plagiat en faisant passer dans les outils anti-plagiat, on vérifie qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, il y a un contrôle qualité. Et ensuite, à ce moment-là, on le fait produire dans nos studios, où là, on a une qualité de production du visuel qu'on essaie d'être proche des codes du broadcast. Oui. Pour ceux qui connaissent bien les formes, vous savez qu'on était très proche d'une chaîne de télé il n'y a pas très longtemps. Donc, ça nous a permis de monter vraiment en compétence là-dessus, où là, on a 6 studios, 3 à Paris, 3 à Montpellier, avec des régisseurs, et on fait en sorte d'avoir une qualité d'image qui soit irréprochable. Et est-ce que ce passage d'ailleurs auprès d'un grand acteur de la télé, je ne sais pas si tu as envie de le citer ou tu le citeras toi-même. Même 6, mais ils sont toujours partie prenante, donc oui, on peut les citer. Ouais. Donc est-ce que tu penses que ce passage chez M6 a vraiment consolidé le savoir-faire et la connaissance qu'a pu emmagasiner les formes au cours des dernières années? Ça a toujours été une exigence de notre côté, hein, c'est-à-dire ne pas faire de compromis sur la qualité de son et la qualité d'image. Moi, je pense que on le doit à nos élèves qui payent pour nos formations. Et puis, le propos, s'il est passionnant, s'il est bon et que la qualité de son n'est pas bonne, franchement, vous ne l'entendez plus, il est inaudible. Oui, et puis on n'a pas envie de le regarder. Voilà, on n'a pas envie de regarder. Et puis, on parle beaucoup, encore un buzzword, de la génération Y qui arrive. C'est des gens qui ont une exigence en termes de qualité audiovisuelle qui est absolument inédite. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont nés, ils ont grandi avec de la 4K, avec une image incroyable dans le creux de leur poche. Ce que nous, on n'a pas forcément eu. Donc, sur ce public-là, vous leur mettez une image mal dimensionnée, mal séquencée et avec un mauvais son, ils décrochent tout de suite. Oui, ils deviennent fous. Non, mais ils vont pas jusqu'au bout, quoi. Oui. Même si la personne interviewée ou filmée est une sommité mondiale, si l'image n'est pas bonne, ils ne regardent pas, quoi. Donc voilà. Et derrière, effectivement, il y a eu du transfert de compétences, on a appris pas mal de choses là-dessus.
Mais séquençage, scénarisation, est-ce que cela n'alourdit pas malgré tout le process de production et donc les coûts de production? Ah bien sûr, oui, c'est de plus en plus élevé, hein. Le niveau d'entrée, je pense, pour faire du contenu de qualité ne cesse de s'élever, mais heureusement, parce qu'on passe aujourd'hui d'une phase artisanale, quasi amateurisme, à une industrialisation du content. Ce qui D'ailleurs, vous différencie des tutos sur YouTube. ça, on peut en parler aussi. D'ailleurs, dans le groupe Studi, le département de 20 personnes chargées de la production de contenu s'appelle la COF, la Content Factory. Donc, on est vraiment dans une phase d'industrialisation du contenu et j'ai envie de dire quasiment de toyotisme dans le respect des qualités à chaque étape de la construction. Voilà. Le tutoriel, on peut en parler, Lionel. Oui, tout à fait. Oui. Le tutoriel, pour moi, c'est le non marchand, c'est le truc, c'est l'astuce. C'est quand je dois faire un chignon en ma fille. Donc je suis pas très à l'aise avec ça. Je vais regarder un tuto sur YouTube. Je dois faire un nœud de cravate plutôt. Ça sent le vécu, je crois. On n'achète pas un tuto. On n'achète pas un tutoriel. Par contre, on achète un support pédagogique. Eh bien, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous assurez justement, en tant qu'Eleform ou en partenariat avec votre maison mère que Studi, si j'ai bien tout compris dans la hiérarchie, assurez-vous la certification de certains cycles ou de certaines formations? Complètement, c'est une vraie tendance actuelle. Aujourd'hui, on a 7 certifications proposées sur nos produits. On a des certifications au logiciel de la suite Microsoft et Adobe. Bientôt, on va avoir des formations certifiantes sur des logiciels de dessin industriel et d'architecture. Alors là, on entre vraiment dans la formation, c'est-à-dire qu'on utilise les supports pédagogiques qui ont été produits par Eleform dans le respect des règles RNCP ou des... Non, ouais, putain, c'est un nom, ça, des normes, C'est pas non plus une norme, des référentiels. Voilà, des référentiels de compétences. Ouais. Voilà, des référentiels de compétences. Tel bloc de compétences composé de tel module, composé de tel grain. On doit savoir faire telle chose. Mais on va y associer du tutorat. On va y associer des éléments synchrones avec un formateur qui va répondre aux questions, qui va proposer des exercices et qui va derrière les corriger. Et là, on est vraiment dans une formation 100% online. Quand derrière, à la sanction de la certification, elle peut se faire sur différentes modalités, à devoir à rendre, une soutenance à faire en webcam. Et on a aujourd'hui une vraie maturité des outils technologiques pour s'assurer que le candidat réussisse son examen. Reste parfois côté candidat, on le voit aujourd'hui, puisqu'il a été annoncé. Alors aujourd'hui, le jour où on enregistre cette interview, mais évidemment, ce sera quelques jours après la diffusion, mais a été annoncé que finalement, le bac de cette année ne se passerait uniquement que par un contrôle continu contrôlé par des jurys du bac et pas simplement par les professeurs des collèges et lycées qui ont donné les notes. Et on voit bien que la capacité qu'ont certains élèves à suivre justement des enseignements à distance quand on les généralise, pas simplement quand on a une démarche proactive, mais quand on les généralise, eh bien, on est confronté à des personnes qui n'ont pas forcément les budgets et les capacités techniques de suivre ces enseignements. Et c'est bien pour ça que notre ministre de l'Éducation a dit le bac cette année sera basé simplement sur les trimestres qui auront été effectués en présentiel au niveau du contrôle continu pour éviter cet écueil. Donc, on voit bien quand même que les cycles de formation certifiante, ça s'adresse quand même si ça paraît pour nous très généralisé, à une population qui est malgré tout techniquement équipée. Complètement. C'est vrai qu'elle appuie encore plus douloureusement aujourd'hui sur la fracture numérique, qui est encore une actualité. On parle beaucoup d'électronisme. Et c'est vrai que c'est des modalités pédagogiques qui ne sont pas accessibles à tout le monde aujourd'hui. Pour faire une formation à distance, il faut un ordinateur, il faut une connexion Internet. Et on se rend compte aujourd'hui avec la crise, c'est pas la possibilité c'est pas encore le cas de tout le monde. Mais moi, je noterais encore une autre difficulté de la formation à distance, c'est que on s'en rend compte aujourd'hui lorsqu'on s'inscrit sur une formation à distance longue, diplômante ou certifiante, le niveau d'implication qu'il faut avoir est considérable. L'opiniâtreté qu'il faut est terrible. C'est-à-dire que
quand vous êtes dans une salle de classe, hein, Lionel, tu dois savoir, ça, quand tu donnes cours, bah, tu en as peut-être au fond de la classe qui dorment. Alors, pas beaucoup, parce que je sais que tu as un formateur qui sait tenir en haleine tes élèves, mais tu peux pas savoir si le gars au fond de la classe, il est sur Facebook ou s'il fait autre chose, quoi. Et ben, à distance, c'est pas possible. À distance, quand on suit une formation, on peut pas faire autre chose à côté. Et ça, c'est la particularité. Derrière, oui, totalement. Voilà. Et moi, je suis prêt à prendre date aujourd'hui et à faire un pari, mais je pense que dans quelques années, les amis, le DRH favorisera la personne qui a suivi sa formation, qui a suivi une formation 100% à distance, à celle qui aura fait la même formation en présentiel. On le voit déjà aujourd'hui dans certains domaines, hein, je pense au marketing. Finalement, quand on voit que le candidat s'est fait certifier sur Google tout seul, a suivi des MOOC américains, et ben finalement, c'est un vrai élément différenciant par rapport à un autre diplôme dans une autre école pas traditionnelle. Oui, on voit bien de toute façon, la curiosité reste clé et les mécanismes d'auto-apprentissage très clairement. On n'apprend pas s'il n'y a pas un minimum de technique derrière. Dernière question, enfin avant-dernière question, sur la partie technique propre à Eleform, au niveau du hosting, au niveau de la solution techno. Globalement, c'est quoi derrière Eleform, derrière le site internet que l'on voit? Est-ce qu'il y a une décentralisation quelconque au travers d'éléments ou d'applications comme ScamCloud, par exemple, dont on parlait la semaine dernière? C'est quoi la mécanique, sans rentrer trop dans le détail? Voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui tu vois la méca derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière Eleform? Je vais pas, si tu me permets, je ne vais pas forcément vous décrire notre infrastructure actuelle parce que elle est pas, pour moi, c'est pas un modèle. Je vais plutôt vous expliquer ce qu'on est en train de faire. Malheureusement, j'aurais aimé que ce soit fait avant cette crise parce que cette crise a montré à quel point c'était nécessaire. Aujourd'hui, Eleform c'est encore hébergé sur un serveur dédié. Les vidéos, par contre, sont hébergées sur un serveur vidéo décentralisé. Ça nous sauve la vie. Ça n'a pas forcément été le cas de l'API B2B. Donc, on se rend compte effectivement que aujourd'hui, l'avenir de nos solutions techniques, elle passe par des infrastructures serverless, avec des ressources à la demande qui reflètent l'usage qui en est fait. On peut citer toutes ces plateformes, ces fournisseurs de plateformes qui facturent le temps d'exécution, de trafic et de stockage, comme AWS ou Azure. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est ces plateformes qui sont capables de supporter la charge. Sans compter les briques capacitaires dont on peut ensuite s'adjoindre les fonctionnalités. Et oui, effectivement. Et les premiers jours de confinement ont été un peu tendus parce que nos serveurs physiques ont vraiment souffert. Donc ça a été, d'un point de vue technique, la migration de ressources vidéo vers des plateformes dédiées. Et plus généralement, ce que je note aujourd'hui, c'est une vraie logique de... alors là, c'est ni un acronyme ni un buzzword, c'est un vrai barbarisme, une APIisation. On va sur la structuration de données qui soit accessible de façon directe et robuste par les solutions externes. De façon à ce qu'on aille d'un côté chercher, taper dans les ressources, de l'autre mesurer la data. Le LMS aujourd'hui est un concept complètement dépassé. On parle de LRS, Learning Record System, qui va mesurer toutes les actions de formation sur des contenus qui vont être poussés, qui dans un intranet, qui dans un LMS ou dans un système complètement différent. Donc aujourd'hui, la tendance, elle est là, c'est de déporter le maximum les ressources qui sont lourdes et de faire en sorte de pouvoir consommer mon contenu, quel que soit l'environnement dans lequel j'évolue. Et ça permet de répondre évidemment aux montées en tension comme on a pu le vivre et comme tu as pu le citer il y a quelques secondes au début du confinement. Pour terminer, on n'a pas été les seuls, je veux dire tous les parents d'élèves de France qui sont connectés sur le CNED ou sur le NT de leur établissement scolaire et se sont rendus compte des limites effectivement des réseaux informatiques actuels, quoi. Disons que votre avantage, c'est que vous n'avez pas de porte-parole qui passe le soir à la télé et qui disent et les formes, pas de problème, les réseaux sont prêts, vous pouvez venir. Parce que c'est ce qui a un peu été dit au niveau de l'éducation nationale et je crois que les parents ont eu, comme tu l'as bien mentionné, quelques surprises le lendemain matin. Voilà. Oui, alors donc dernière question. Penses-tu que les plateformes de formation en ligne
peuvent aujourd'hui, alors même si tu as un peu répondu à cette question, mais plus précisément, peuvent être des partenaires actifs des établissements de formation classiques ou même des universités, hein, et comment elles peuvent s'inscrire dans ce que l'on appelle l'apprentissage hybride ou le blended learning. Ah bah, elles le sont déjà, hein. Je pense que il n'y a pas un seul établissement d'enseignement aujourd'hui qui se pose pas la question et qui n'a pas effectivement qui un CDI virtuel, un LMS, qui dématérialise ces contenus. Euh, Moi, je pense que ça va être à terme quand même la mort du cours magistral, qui aujourd'hui ne se justifie plus. Enfin, il vaut mieux regarder sur une vidéo le cours dispensé par l'expert monde, la possibilité de faire pause, de prendre des notes, et derrière, de pouvoir exploiter ce qu'on a appris en TP, en petit groupe avec son formateur. Et ensuite, des plateformes comme les nôtres. Alors nous, on fait partie d'un groupe d'écoles en ligne, mais qui fait partie également d'un autre groupe d'enseignement supérieur. Donc, on est évidemment sollicité pour que l'ensemble de nos contenus puisse aider les élèves aujourd'hui, quoi. Je ne sais plus quelle est la question. La question, c'est est-ce que demain, les universités vont utiliser ce type de contenu? Oui, moi Elles le font déjà. je visais évidemment davantage toutes les structures qui sont très liées à l'éducation nationale. Alors, c'est vrai que tous les groupes privés ont de l'intérêt parce que d'un autre côté, sur le plan économique, ça leur permet d'économiser des heures d'amphi, ça leur permet tout ça. Mais c'est vrai que l'éducation nationale, je prends un simple exemple. La Sorbonne, le grand amphi de la Sorbonne, j'ai des cours dans le grand amphi de la Sorbonne et on sait très bien que si tu es un petit peu myope, que tu es un petit peu placé loin et que tu es un petit peu dur d'oreille, même si tu es jeune, mais tu as été un peu trop avec des écouteurs pendant ton adolescence sur les oreilles, tu as du mal potentiellement à suivre le cours. Alors qu'on sait très bien que ce même cours dispensé online sera beaucoup plus efficient. Est-ce que ces établissements sont en capacité de dire, bon, alors le grand amphi, on s'en servira pour faire éventuellement des grandes interviews, comme ça a été déjà le cas avec des hommes politiques, mais par contre, pour tout ce qui est cours magistraux avec 250 ou 300 élèves autour, ça sera plutôt sur des gros supports en ligne. Et puis après, par contre, faire confronter les élèves, se confronter les élèves, pourraient être des TD même délocalisés qui ne se passeraient pas tous dans le quartier latin, pour ceux qui connaissent Paris, ce qui ferait en plus baisser les prix de l'immobilier pour les studios étudiants. Complètement, mais c'est vrai que il y a plusieurs avantages. Alors, la réduction de coûts, en règle générale, quand un directeur d'établissement vient me voir parce qu'il veut intégrer des contenus pour baisser les coûts, c'est souvent une mauvaise raison. Comme toute adoption d'une nouvelle technologie, quand on se met en place une politique blended learning entre l'adoption des cours, la création de contenu, l'ingénierie pédagogique, les premières années, on est sur une augmentation des coûts, et ensuite, on a seulement des économies. Mais par contre, tu as raison, le vrai enjeu de la formation à distance, du blended learning, elle est dans la démocratisation de la formation. Elle est dans la possibilité de baisser les coûts de scolarité et de baisser tous les coûts qui sont autour, effectivement, des études des jeunes. Si un jeune peut suivre sa formation en allant qu'une fois ou deux par mois à Paris, c'est une économie considérable pour la famille. Et ça peut permettre à une population qui n'avait pas la possibilité de suivre ses études de le faire. Donc c'est vrai que sur ces dimensions, il y a énormément de choses à voir. On voit que c'est un environnement qui est complexe, la formation, très clairement, mais en même temps qui est profondément humain, même dans le numérique. Je pense que c'est ça aussi qui est clé, la manière d'animer. Ça aussi, ça fait partie des éléments de formation. Les écoles ont des besoins, et on voit bien qu'il y a des besoins d'apprentissage continu. Enfin bon, bref, c'est un domaine qui n'est pas prêt de s'arrêter. Est-ce que Lionel, on a fait le tour de l'ensemble des questions qu'on voulait poser à Michael? Je crois qu'on a donné déjà aux personnes qui nous écoutent un point de vue assez éclairé sur cet apport que l'ensemble des plateformes qui sont des plateformes de production de contenu qui montent en qualité, qui montent en pertinence, qui montent en certification, ça donne un éclairage et surtout des perspectives pour peut-être des parents comme tu es, Mathieu, qui ont des enfants qui aujourd'hui sont très loin des études supérieures parce qu'ils sont encore très jeunes, se disent
si je me projette dans quelques années, j'aurai sûrement la possibilité, si il en a les capacités intellectuelles, de faire suivre dans de très très bonnes conditions les cours de niveau très supérieur ou très éclectique à mon enfant, quelle que soit sa position géographique et quelle que soit la position géographique de On l'école. espère tous, bien entendu, que l'enseignement sera toujours moins cher, plus accessible, de meilleure qualité et tout ce qu'on veut, bien entendu, parce que c'est de l'amélioration continue. Merci beaucoup, Merci. Michael, de nous avoir rejoints pendant cette demi-heure où tu as répondu à l'ensemble de nos questions sans filtre et de manière précise. Et nous, avec Lionel, nous allons continuer sur notre prochaine rubrique, qui est celle des startups qui nous ont tapé dans l'œil cette semaine. Voilà, alors c'est parti. Et alors, Lionel, que nous as-tu sélectionné cette semaine? Alors, cette semaine, j'ai essayé d'aller dans un domaine un tout petit peu différent. Alors, pas forcément parler d'une start-up, puisque vous allez voir qu'elle est plutôt connue et on peut dire que c'est l'antithèse de la start-up, même si elle en fut une en son temps. Mais parce que le déconfinement sera compliqué, parce qu'il va falloir que l'on prenne des décisions entre ceux qui sont guéris, donc probablement immunisés car ils ont déjà été infectés, ceux qui n'ont pas encore été contaminés, ceux qui sont encore infectés, et que tout ça, ça sera pondéré avec des variables d'âge, avec des risques différents pour certaines personnes. Et puis, on sait pour les adolescents ou les jeunes adultes qui sont des super contaminateurs parce que ne développant généralement aucun signe. Ce sujet donc a été beaucoup abordé par des biotech, notamment NG Biotech. Mais moi, je voudrais donc parler dans ce cadre-là d'une petite entreprise qui s'appelle Apple et qui sort finalement du silence assourdissant des GAFA, qui depuis le début de la crise ont vraiment fait low profile, Oui. et qu'avec une application qui s'appelle Covid-19 Screening Tool, que vous pouvez avoir directement sur Internet, hein, vous la téléchargez même pas sur votre smartphone, on peut aller directement sur le site Internet. Elle est développée, c'est une série de questions qui est développée en partenariat avec la Maison Blanche et avec le Centre de contrôle et de prévention qui s'appelle le CDC, et puis la Federal Emergency Management qui s'appelle la FEMA, donc des organismes d'État américains, pour préconiser et réguler nos attitudes en fonction de nos paramètres personnels. Alors tout ceci évidemment est protégé parce que Apple vous dit nous ne captons pas les données que vous allez remplir, le gouvernement et les organismes américains ne vont pas le prendre, et donc là vous allez vous lancer dans une forme de déclaration. Et cette déclaration, elle va vous poser un certain nombre de questions. Quels sont vos symptômes? Alors là, vous avez des cases à cocher. Quel est votre âge? Par exemple, moins de 18 ans, 18-64, plus de 65. Quels sont vos antécédents ou vos éléments de comorbidité? Vous êtes en période de grossesse, vous avez du diabète, vous avez une cirrhose du foie, etc., etc. Est-ce que vous avez fait des voyages internationaux dans des lieux où il y avait le Covid ou pas? Vous voyez, des choses assez simples en fait à remplir. Et après, eh bien, on vous dit, voilà, en conclusion, vous avez besoin de passer un test ou non, vous devez vous mettre en quarantaine ou non, vous devez surveiller tel ou tel symptôme. Et donc, c'est d'une certaine façon pour réguler nos attitudes. Et là, on voit bien, eh bien, c'est de la low-tech, et puis c'est Apple. Voilà. Bon, donc effectivement, grosse application. Toujours, ok, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, ce qui se passe dans votre iPhone reste dans votre iPhone. Mais bien entendu, toujours peut-être cette crainte derrière des données de santé. On voit bien le sujet, mais qui n'en est pas un quand on parle d'une Apple Watch. Donc, très, très certainement une adoption massive de ce type de solution, notamment dans les périodes de déconfinement. Merci Lionel. Et puis, quant à moi, je voulais vous parler d'une startup. Parce que vous savez naturellement que beaucoup d'enfants sont chez vous actuellement, suivent les devoirs, etc. Une application pour l'apprentissage de l'écriture que j'ai trouvée intéressante. Moi-même ayant des enfants, dont un qui est en plein apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc cette application s'appelle Plume App, donc Plume, Plume-app.co, et vous allez pouvoir accéder à une application, alors online ou directement sur mobile, enfin sur tablette et mobile, où vous allez être en mesure de développer auprès de votre enfant le plaisir d'écrire. Donc d'écrire avec des outils qui sont inspirés de la pédagogie Montessori, qui a été développée par une professeure de français, qui d'ailleurs a créé cette start-up, et puis qui va permettre, alors ils disent 8-11 ans, 8-12 ans, enfin autour d'une dizaine d'années, de créer des univers, de commencer à corriger des histoires et à les écrire de façon participative et de progresser de façon totalement gamifiée. Donc ce qui est intéressant avec Plume, c'est que parents et enfants vont être en mesure tout simplement de pouvoir
apprendre à écrire ensemble, donc en corrigeant un verbe par exemple, quand on va commencer à apprendre la conjugaison, en travaillant progressivement la structure d'une histoire, etc. Et donc tous les éléments sont sympas, il y a plein d'univers, c'est très bien gamifié. Voilà, les histoires sont sympas, s'adaptent à tous les âges. Et dans ces temps de confinement que nous connaissons, où les parents font faire les devoirs et continuent cet apprentissage pour les enfants, naturellement, on voit bien que toutes ces solutions sont très pratiques. Voilà, et donc ça s'appelle Plume, et je vous invite à aller les voir directement. Et Aude Guénaud, félicitations pour cette application qui sauve plus d'un par an en ce moment. Voilà, c'était à peu près la startup que j'avais identifiée. Est-ce qu'on a fait le tour, Lionel, de tout ce que l'on voulait dire entre Emmanuel, Michael et nos startups? Eh ben, écoute, aujourd'hui, je crois on a eu un programme bien chargé et nos auditeurs vont pouvoir s'équiper, notamment ceux comme toi qui ont de jeunes enfants. Ouais, et merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. Retrouvez-nous donc sur Apple Podcast, sur l'ensemble des plateformes favorites que vous avez, que ce soit Deezer, Spotify, TuneIn ou autre, ou sur notre site internet innovationtalk.tech. Et on vous invite bien entendu à partager la bonne parole, à partager cette émission sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, avec le mot-clé, le hashtag IPT Podcast, à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, bref, tout simplement à partager cette émission, parce que c'est aussi grâce à vous qu'elle rayonne. Je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon, j'ai été accompagné pour cet épisode d'Emmanuel du Flash Tweet et de Lionel Tardy. Et Mathieu, aujourd'hui, nous recevions Michael Lechem, le CEO de la plateforme de formation en ligne et les formes. Et encore une chose, en cette période de Covid, prenez tous soin de tous. La semaine prochaine, nous, en tout cas, toujours à distance, toujours de chez nous, nous aborderons l'informatique quantique, sa puissance, ses champs d'application à l'heure de l'augmentation des besoins en termes de calcul et de sécurisation.